Je vous l'avais un peu teasé, mais voilà une vidéo dédiée à l'histoire d'Orange. Et comparé à d'autres opérateurs, c'est une vraiment longue histoire que je vais essayer de vous condenser. Et attention, ici on va dans le fond du sujet. Je vais pas commencer par vous dire alors Orange il commence Internet avec Wanadu. Non, non, non. Et puis d'ailleurs ce serait pas tout à fait exact, donc bon. On va remonter beaucoup plus loin. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Vous voulez ou avez besoin d'un site internet mais vous ne savez pas faire de code et ou vous n'avez pas le temps, hein. Avec Hostinger, pas de problème. Vous avez deux choix. Soit le créateur de site, qui est un système où vous pouvez tout modifier avec des outils simples d'utilisation et boosté à l'IA, soit Hostinger Horizon. L'IA créateur de site d'Hostinger, il vous suffit de détailler ce que vous voulez pour votre site. Donc là, vous voyez, j'ai fait un prompt plutôt imposant. Plus vous détaillerez ce que vous voulez, plus le site sera pertinent par rapport à vos attentes. Je lance la génération du site. Voilà, l'IA commence à générer. Donc là, elle me demande de connecter un compte Supabase, qui est un service de base de données gratuite. Et je reprends la génération, maintenant que je suis connecté. Et après seulement quelques minutes, j'ai un site fonctionnel. Maintenant que le site est généré, on voit que tout est déjà presque nickel. Donc on peut faire quelques retouches manuelles avec le bouton modifier le contenu. Par exemple, je peux modifier le texte là, ou bien changer l'image en haut à gauche que j'ai oublié d'envoyer à l'IA. Bon, ce que je viens de mettre est moche, mais c'est pas le propos. Sinon, je trouve que les boutons sont un peu trop nets. J'aimerais avoir des arrondis, pas juste des angles. Donc je sélectionne les boutons et je demande juste à l'IA de les modifier. Et voilà, là c'est nickel. Et pour ceux qui seraient un petit peu bidouilleurs, vous pouvez vous-même changer le code généré pour faire un site 100% personnalisé. Là par exemple, je vais changer le logo et j'ai la tête du chibi. Sur la page d'accueil, on voit que j'ai une option pour proposer une idée de vidéo sans me connecter, avec une modération automatique pour les pseudos, les idées pour éviter tout caractère déplacé quand même, une gestion des comptes et une gestion des idées approuvées ou non grâce à un compte admin, qui est mon compte du coup. Maintenant que le site est comme je veux, hop, je le publie, je prends un nom de domaine et voilà, le site est directement accessible à cette adresse. Passez y faire un tour pour voir ce que ça donne. Si ça vous intéresse d'avoir un site internet en 5 minutes, vous pouvez prendre un plan ici et utiliser mon code VILIC pour obtenir une réduction de 10%, cumulable avec les offres actuelles du Black Friday. Et bien sûr, tous les liens sont en description. Notre histoire commence, on va dire, en 1879. J'aurais pu aller encore plus loin, mais ça aurait fini par être ridicule. D'ailleurs, pour vous restituer l'époque, parce que 1879 c'est pas rien, le 14 février de cette année, on a choisi à nouveau comme hymne national la Marseillaise. On est toujours sous la 3ème République, et ce tableau, que vous avez sûrement déjà tous vu, représentant Victor Hugo, vient d'être peint. Bref, ça commence quand la Poste et la direction des lignes télégraphiques sont détachés respectivement du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur, pour fusionner sous décret en un seul ministère commun, le ministère des Postes et des Télégraphes. En 1889 vient s'ajouter à ce ministère le téléphone, qui jusque-là avait été concédé à la Société Générale des Téléphones, qui évoluera plus tard via la Compagnie Générale d'Électricité pour donner naissance à Alcatel, c'est son nom le plus connu, avant de fusionner avec Lucent Technologies en 2006. En 1925, le nom change pour Poste, Télégraphe et Téléphone, d'où vient d'ailleurs le fameux acronyme PTT, que vous avez peut-être déjà entendu de la part d'une vieille personne qui ne s'est pas fait au nom simple et actuel de La Poste. En 1930, les PTT deviennent un département ministériel autonome, c'est-à-dire qu'il n'est plus rattaché à un autre ministère. L'entité prend en quelque sorte à ce moment son indépendance des autres ministères. En 1941, les télécommunications sont détachées du corps principal des PTT par une loi sous le régime de Vichy, pour en faire un service spécial au sein des PTT, donc ça reste attaché quand même, nommé Direction des télécommunications. En 1946, donc après la libération, le gouvernement provisoire de la République française décide de garder cette séparation, à la différence qu'ils font un changement de nom. Et donc la Direction des télécommunications devient la Direction générale des télécommunications, et donc en raccourci DGT. En 59, changement de nom, encore, l'entité devient le ministère des Postes et Télécommunications. Mais l'acronyme de PTT est gardé parce que déjà suffisamment ancré dans les mémoires. D'ailleurs, le logo que je vous montrais, l'oiseau postal de son nom, il est apparu qu'en 1960, et il est vachement plus stylé que les anciens logos. C'est moche, mais d'un moche. Et avant même d'attaquer la grande modernisation du réseau, il faut rappeler un truc. Pendant presque un siècle, avant les commutateurs électromécaniques, les communications n'étaient pas automatiques. Elles étaient établies manuellement par les demoiselles du téléphone, dont vous avez sûrement entendu parler à l'école. Les opératrices qui reliaient les abonnés en branchant physiquement des fiches sur un grand tableau de connexion. Elles apparaissent dans les années 1880. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce service manuel ne disparaît pas du jour au lendemain. Dans les grandes villes, il s'éteint dans les années 20-30. Mais dans les zones rurales, il reste en service jusqu'à très tard. Certaines communes utilisent encore un central manuel jusqu'au milieu des années 70. Et l'un des tout derniers est automatisé en 1978. Donc autrement dit, au moment où la France développe le Minitel, il existe encore des endroits où une opératrice branche littéralement vos appels à la main. Et avant même d'arriver au Minitel en 78, il faut comprendre qu'entre la fin des années 60 et le début des années 80, la France va transformer son réseau téléphonique de fond en comble. Hop, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si on atteint les 10 000 abonnés avant Noël, je vous réserve une surprise. Et n'hésitez
n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager, ça fait toujours plaisir. On commence en 1969 avec la création de Transpac, un réseau de transmission de données basé sur la commutation de paquets, le même principe qu'ARPANET aux États-Unis. Transpac est déployé à partir de 78 et c'est lui qui va rendre le Minitel possible. Parce que sans Transpac, il n'y aurait pas de service en ligne, il n'y aurait pas de messagerie et il n'y aurait pas non plus d'annuaire électronique. En parallèle, dans les centraux téléphoniques, on remplace progressivement les commutateurs électromécaniques, ces énormes machines pleines de relais qui claquaient dans tous les sens, par des commutateurs à barres croisées, mais qui vont pas durer très longtemps, puis qui vont être remplacés par les premiers commutateurs électroniques qui commençaient à apparaître à la même période. C'est une étape cruciale. Le réseau devient enfin fiable, rapide, automatisé et capable d'absorber l'explosion du trafic téléphonique. Et cette modernisation des commutateurs n'a pas seulement changé la manière dont les appels étaient traités, elle a aussi transformé la manière dont on composait un numéro de téléphone. Plus les commutateurs devenaient performants, capables de gérer plus d'abonnés, plus de lignes, plus de trafic, plus il fallait agrandir la numérotation. Les premiers systèmes manuels fonctionnaient avec quelques chiffres, parfois même un nom de centrale associé à une ou deux lettres parce que les réseaux étaient minuscules. Et d'ailleurs, vu que je me rends compte que je suis pas très précis, les suites de lettres et de chiffres c'était juste pour les opératrices. Pour l'utilisateur c'était plus bonjour, pourriez-vous me mettre en liaison avec Louvre 23 s'il vous plaît. Et donc là l'opératrice vous branchait sur la lettre qui représentait la zone et sur le chiffre dans la zone. Donc par exemple pour le Louvre la ligne L et le trou 23 de la ligne L. C'est un exemple, hein, c'est pas forcément ça. Avec les commutateurs électromécaniques, on passe à des numéros à 6 chiffres. Avec les crossbars et les premiers commutateurs électroniques, le réseau explose et la numérotation doit suivre. 7 puis 8 chiffres en 1985. Et enfin, le basculement au plan à 10 chiffres en 1996. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'apparaissent les préfixes régionaux. 01 pour l'Île-de-France, 02 pour l'Ouest, 03 pour le Nord-Est, etc. Ils avaient un vrai intérêt, orienter directement l'appel vers la bonne zone géographique pour optimiser le routage dans les commutateurs de transit. Aujourd'hui, avec un réseau quasi intégralement numérique et une commutation entièrement automatisée, ces préfixes sont surtout devenus un repère géographique historique. Techniquement, le réseau n'en a plus vraiment besoin, mais on les garde parce qu'ils structurent encore le plan de numérotation français. Après, avec la portabilité du numéro de fixe quand on déménage maintenant, on peut avoir un numéro en 04 en habitant dans le Finistère, hein. Donc c'est vraiment uniquement symbolique. D'ailleurs, on a aussi des numéros en 09 maintenant, pour tout ce qui est VoIP, le protocole qu'utilisent toutes les box actuelles. Et donc 09 ça va être national. Et comme la France avait accumulé un retard monstrueux à l'époque, et pour mieux comprendre à quel point c'était désastreux, je vous conseille d'aller voir le sketch Le 22 à Asnières, qui est très représentatif. Il est trouvable facilement sur le site de l'INA, et puis je vous mettrai un lien dans la description si j'y pense. Il fallait parfois attendre jusqu'à 4 ans pour obtenir une simple ligne téléphonique. L'État lance dans les années 70 un gigantesque plan de rattrapage téléphonique. On pose des milliers de kilomètres de nouveaux câbles, on automatise les derniers centraux encore manuels, on modernise les équipements interurbains. Bref, en une dizaine d'années, la France passe d'un réseau saturé et vieillissant à l'un des plus performants d'Europe. L'année 78 marquera un tournant dans la transmission d'informations française, avec le début du développement du Minitel. Désolé, c'est dans les gènes. J'ai pas pu m'en empêcher. Des petits terminaux peu chers à produire qui pourront se connecter à des serveurs mis en place sur le réseau téléphonique afin d'accéder à des informations en direct sur l'écran du dit terminal. Le Minitel sort de manière effective en 1980 avec son tout premier serveur permettant de consulter l'annuaire de manière interactive. Comme ça paraît pas impressionnant, mais à l'époque ça l'était. En cherchant des noms ou des adresses directement. Il fallut peu de temps pour que ce système soit ouvert à plus d'utilisations, comme des serveurs d'information ou des serveurs de jeux par exemple. Et pour certains, disons, détourné pour certaines utilisations. Xavier Niel, Minitel Rose. Le Minitel, bien qu'une révolution, a malheureusement, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'histoire d'Internet en France, empêché à la France d'inventer son propre Internet avant les Américains. Car sous pression de la DGT, le gouvernement a mis fin au financement de Cyclades. Et encore à cause du Minitel, on prendra beaucoup de retard sur Internet en France. Mais ça, on le verra plus tard. Je pourrais faire une vidéo complète sur le Minitel. Il y a de la matière pour dire des choses, hein. Dites-moi si ça vous plairait en commentaire. Et bon, et il change encore plusieurs fois de nom, donc flemme de tout énumérer, on va pas se mentir. On est là pour une vidéo sur Orange, l'histoire de la Poste a beau être intéressante, on va pas s'y attarder des heures. On est sur une chaîne d'informatique ici, je le rappelle au cas où. Quoi qu'il en soit, en 1988, la DGT, donc toujours la partie qui s'occupe des télécommunications et qui dépend toujours du ministère des Postes et Télécommunications, pour répondre à une directive européenne qui oblige le marché à avoir une concurrence, change le nom de la DGT en un nouveau nom commercial, France Télécom. Et enfin, le 1er juin 1991, l'entité rattachée au PTT cesse définitivement d'exister au profit de la nouvelle entreprise publique autonome France Télécom. Ce moment ne marque pas la fin du monopole d'État sur les télécommunications pour autant. On commence enfin à arriver à un moment de l'histoire qui va un peu plus nous intéresser, l'ère France Télécom.
je suis vraiment désolé de vous interrompre sur ça, mais à la base la vidéo elle devait être en une seule partie, sauf que je me suis rendu compte plus j'écrivais, plus j'avais de choses à dire. Et si je voulais pas sortir la vidéo dans 2 mois, en ne laissant aucune activité sur la chaîne, j'étais obligé de faire ça en 2 parties. Donc là on a vu toute la genèse qui nous a fait arriver jusqu'à France Télécom, et dans la deuxième partie de vidéo qui devrait sortir d'ici 2-3 semaines, on verra de France Télécom à Orange de nos jours. Voilà, donc merci à Hostinger d'avoir sponsorisé la vidéo, et merci aux membres, ton nom s'affiche tout de suite à l'écran.